Bonjour à tous, donc je suis Marie-Lorraine Rouy, donc enchantée de vous voir aujourd'hui. Je suis ravie, merci Prisca, merci Cédric qui n'est pas là de m'avoir proposé d'intervenir sur ce créneau dans le cadre donc, de la semaine ICF, de la semaine du coaching, la ICF Week. Brièvement donc, moi j'ai 47 ans, j'ai trois enfants. Je suis coach certifié par ICF, donc coach professionnel. Et brièvement, avant d'être coach professionnel, moi j'ai travaillé 25 ans, enfin j'étais coach professionnel sur les dernières années, mais j'ai une carrière de 25 ans dans la finance, plus particulièrement dans la gestion d'actifs, l'asset management pour ceux qui connaissent, des fonctions opérationnelles, donc commercial, marketing. J'étais directrice du département produits international dans deux grands groupes financiers. Amundi pour le Crédit Agricole et Natixis, pour ceux qui connaissent. Et puis, pour la faire courte, il y a une petite dizaine, il y a 8 ans, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais en train de m'épuiser professionnellement, un peu à cause de la charge de travail et des responsabilités, mais finalement, la raison principale de mon épuisement, c'était pas ça. Je m'en suis rendu compte moi-même en tant que coachée, en tant que cliente d'un coaching. Je me suis rendu compte que la raison principale de mon épuisement, c'est que j'étais attendue professionnellement sur des compétences que je pouvais tout à fait produire bien, mais qui ne correspondaient pas à ce qui me rendait heureuse, à ce qui créait de la motivation, à ce qui me rendait fière. Et après avoir fait cette prise de conscience, je me suis dit, il est peut-être temps à bientôt 40 ans, que je consacre mon énergie professionnelle sur les domaines qui me rendent le plus heureuse et le plus fière. Et ces deux sujets étaient l'accompagnement des talents, l'identification et l'accompagnement des talents d'une part, et l'accompagnement des transformations. Et Mhm. donc, j'ai bifurqué et donc là, j'ai pris la responsabilité donc de l'équipe qu'on appelait Talent and Change à l'époque chez Natixis Investment Managers. Et en parallèle, j'ai engagé mon parcours de formation puis de certification au coaching. Voilà. Et puis plus récemment, j'ai décidé d'aller un cran plus loin et de créer mon cabinet, donc de conseil en stratégie talent et de coaching auprès des entreprises. Et me voilà ici. Voilà, je m'arrête pour la présentation. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh ben, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Peut-être qu'il parle aussi un petit peu de moi. Clairement, quand vous engagez une reconversion professionnelle, que vous changez de façon assez drastique, alors que vous étiez sur un parcours plutôt tout tracé, quand vous créez votre entreprise, bah, vous vous mettez assez naturellement dans vous traversez des grands moments de vulnérabilité. Et vous apprenez beaucoup de ces moments de vulnérabilité, même s'il y a avec pas mal de moments euh, parfois de solitude. Et j'en ai fait de ce sujet qui me tient à cœur de la vulnérabilité, mon sujet de mémoire de certification d'ailleurs, donc il m'accompagne pas mal. Voilà, alors j'ai quelques slides pour Je vais juste dire ce que je vais dire. Oui. une petite pause pour le partage en fait du contexte en fait de la Coaching Week. Simplement pour vous introduire alors je me juste 30 secondes que je puisse avoir mon petit écran qui partage bien. Alors, j'ai pas le bon écran, excusez-moi. Hop. Alors, excusez-moi une seconde. Non. Bon, mon ordinateur ne veut pas du tout partager, donc c'est pas grave. Simplement pour vous introduire, en fait, donc moi, je suis Prisca Mbemba, je suis à la communication au niveau de l'antenne Île-de-France, coach professionnel également. Donc, comme nombre d'entre nous, donc cette semaine, on fête la Coaching Week, qui est un événement en fait créé par ICF Global depuis 1999, sachant que ICF Global existe depuis 1995. Et donc la Fédération internationale de coaching, qui est la première au monde, qui compte plus de 60 000 adhérents. Et fête cette année la Coaching Week avec une thématique particulière qui est celle d'élever, de pouvoir, excusez-moi, il y a des éléments, innover
de manière à pouvoir accompagner encore mieux nos clients et donc avancer dans le développement et de la connaissance du coaching, à la fois pour nous-mêmes, mais également pour les prospects, pour qu'on puisse vraiment mettre en avant le coaching. Donc, on a toute la semaine là, jusqu'au 19 mai pour pouvoir le faire. Et tout au long de la semaine, en plus de tous les événements qu'on a organisés avec l'antenne, donc tous les webinaires, vous avez également la possibilité de bénéficier de coaching découverte. Donc, vous avez des séances gratuites qui se font par une cinquantaine de coachs en Île-de-France, voire plus, parce que nous, c'est ceux qu'on a référencés, mais il y en a beaucoup plus qui en font, en fait, en Île-de-France. Et donc, vous pouvez en profiter. Voilà. Merci Marie-Lorraine. De Je te laisse rien. reprendre. Et alors, Prisca, donc là, on est en direct parce qu'en fait, on n'a pas pu faire le petit test technique. Je vais essayer de partager mon. J'espère que ça marchera mieux pour moi que pour Oui, toi, Prisca. Parce que j'ai quelques slides. Sinon, on fait ça sans slide. oui. Mais je voudrais juste voir si ça fonctionne, si vous permettez. Parce que je pense que Non, et Prisca, ouais, je crains que ça fonctionne pas, que le Zoom soit sécurisé pour le partage d'écran. Toi, tu peux pas partir. Non, je vais démarrer sans mes slides. C'est pas très grave pour mes slides. Mais Ok, si tu peux les partager, parce que je te les ai envoyés, je veux bien. Et moi, je démarre. Comme ça, on ne fait pas trop attendre. d'accord. OK? Ok. D'abord, je vais commencer par rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que ce sujet sur la vulnérabilité, je me suis beaucoup inspirée d'un livre que certains d'entre vous ont peut-être lu, écrit par Brené Brown. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent Brené Brown, qui est une... Ouais, je vois des gens qui hochent la tête, plus peut-être ceux qui hochent la tête derrière les images que je ne vois pas. Mhm. Brené Brown est une chercheuse sociologue américaine qui a écrit différents livres, dont un qui s'appelle Daring Greatly, qui a été traduit en français par Le pouvoir de la vulnérabilité, et qui est un livre passionnant dont moi je me suis beaucoup inspirée. Et après, ce que j'ai fait, après avoir lu son livre, j'ai rattaché ça à ma propre expérience professionnelle dans le monde de l'entreprise. Et puis j'en ai tiré quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, il y aura deux parties. Alors, première, j'aurais dû commencer par ça. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des témoignages à partager. Ah, excellent. Alors, c'est pas le premier slide, mais c'est super, on va y arriver. Si vous avez des témoignages à partager, si vous êtes quelque chose à rajouter, si vous êtes en désaccord, si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, interrompez-moi et ça rendra le webinaire beaucoup plus interactif. D'abord, la première partie, ce sera autour de 5 mythes autour de la vulnérabilité que je vous propose de déconstruire ensemble. Et puis la deuxième partie sera pour ceux d'entre vous qui auront, j'ai envie de dire, acheté le concept, à savoir que oser la vulnérabilité, ça permet de libérer du potentiel individuel et collectif. Et bien dans ce cas-là, la question devient, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit sécure et pour pas faire ça n'importe comment? Super, merci beaucoup Priska. On peut avancer sur les slides. Il y a une petite photo de Brené Brown. Donc voilà Brené Brown, voilà, qui a été ma grande source d'inspiration. Et puis on peut passer au slide suivant. Voilà, les 5 mythes à déconstruire. Alors le mythe numéro 1, qui est sur le slide d'après, c'est la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Brièvement, sur un tout petit peu d'étymologie, c'est le seul moment où on va en faire dans la séance. Euh, Vulnérabilité, ça vient du latin, vulnerare, qui veut dire blessé. Autrement dit, être vulnérable, dans la définition classique, c'est être susceptible d'être touché, blessé d'un point de vue moral ou physique. La définition de la faiblesse, c'est la disposition à être facilement brisé. Donc, je regarde les adjectifs. Dans le cas de la vulnérabilité, c'est une susceptibilité. Et dans le cas de la faiblesse, l'adverbe qui est retenu, c'est facilement brisé. Et donc, en fait, on peut même établir une causalité qui serait que la faiblesse vient justement d'un manque de prise de conscience de sa vulnérabilité. C'est pour ça que j'ai mis cette image d'un sportif. Bon, là, en l'occurrence, je suis pas sûre que ce soit le tendon l'Achille auquel il est mal, mais peu importe, la signification, c'est que les grands sportifs savent très bien qu'ils ont des parties du corps qui sont vulnérables, ou d'ailleurs mentales, qui sont vulnérables, et ils s'en préoccupent tout particulièrement, justement pour éviter le claquage, pour éviter la fracture, pour éviter la blessure qui les rend, de ce point de vue, inaptes. Donc voilà, premier mythe, la vulnérabilité, ça n'est pas de la faiblesse, c'est plutôt l'absence de prise de conscience de vulnérabilité qui peut amener
à la faiblesse ou même à l'accident, des choses plus graves. Mythe numéro 2. Alors, il y a cette phrase de Brené Brown que j'aime beaucoup, qui marche pas en français, mais en anglais, c'est Either you do vulnerability or vulnerability does you. Ce qui est assez drôle en anglais, en français, ça viendrait de dire bah, soit vous reconnaissez que vous êtes vulnérable, soit vous vous faites avoir par la vulnérabilité. Ou le mythe de l'invulnérabilité. Effectivement, on peut passer, je pense, au slide suivant. Il y a quand même un certain nombre de cultures, de personnes qui cultivent ce mythe de l'invulnérabilité. Et ce qu'elle dit, c'est que prétendre échapper à la vulnérabilité, prétendre donc le mythe de l'invulnérabilité, dans le meilleur des cas, c'est un leurre. Et dans le pire des cas, ça peut être très dangereux. Alors, un cas un petit peu anecdotique, mais il y a une étude qui a été faite par des spécialistes de la publicité et qui montre que plus les personnes qui étaient interviewées sont certaines de ne pas être sensibles aux publicités mensongères, plus elles en sont facilement victimes. Autrement dit, les chercheurs en fait, font la démonstration que cette illusion de l'invulnérabilité sape justement les petits warnings qu'ils devraient avoir, qui devraient les aider à prendre conscience qu'ils sont en train de se faire quelque part embarquer dans quelque chose qui est mensonger. Bon, ça, c'est un petit peu anecdotique. Il y a une étude qui a été faite, alors elle date un petit peu, mais les chiffres sont quand même assez édifiants. Pendant l'intervention des États-Unis en Afghanistan, entre 2009 et 2019, il y a eu 750 soldats américains qui ont été tués au combat. Et pendant la même période, il y a eu plus de 800 soldats militaires américains qui sont morts par suicide. Donc il y a eu plus de morts de suicides que de morts killed in action sur le terrain afghan. Et le chercheur qui a fait cette étude, hein, c'est vraiment un spécialiste sur ce sujet-là, et particulièrement dans l'armée, lui en arrivait à la conclusion que la façon dont les militaires américains, et particulièrement ceux qui étaient en action, étaient complètement, j'employais ce terme-là, un peu brainwashés sur le côté, voilà, on n'est pas vulnérable, on est fort, etc. Saper, là encore, leur petit warning qui aurait dû s'allumer et expliquer selon lui pourquoi le taux de suicide était aussi élevé. On a aussi dans la profession pareil, donc là c'est encore des chiffres aux États-Unis, sur le barreau, donc sur la profession des avocats, qui est quand même un métier où on gagne ou on perd. C'est un peu, il y a un peu, de façon cette fois-ci virtuelle, mais une question de vie ou de mort. Le taux de suicide dans cette profession est 4 fois supérieur au taux national américain. Donc, on peut se poser la question de savoir si effectivement tous ces métiers qui sont vraiment dans des questions de combat où la fragilité, la vulnérabilité n'a pas sa place, on peut faire l'hypothèse que ça peut arriver effectivement à des situations assez critiques. On peut passer au slide suivant. Dans le monde de l'entreprise, heureusement, on n'en est pas là, mais malgré tout, on peut faire l'hypothèse, moi en tout cas, je fais l'hypothèse que quand on voit le nombre de la recrudescence des situations de burn-out, alors on sait que les deux causes principales du burn-out sont d'une part une charge de travail, un moment qui peut être déraisonnable, et un manque de reconnaissance. C'est en général le cumul des deux qui peut générer des situations de burn-out. Moi, je fais l'hypothèse que quand on ne peut pas, quand la vulnérabilité n'est pas autorisée dans le monde de l'entreprise, on crée une troisième cause qui vient aggraver les deux premières et qui peut augmenter les risques de souffrance au travail et qui, dans certains cas, peuvent être très graves. Sans aller jusqu'à ces situations, qui sont des situations qui peuvent être vraiment difficiles, très difficiles à vivre. Moi, je l'ai vécu dans le monde de la finance, mais je pense que c'est assez caractéristique du monde de l'entreprise en général. C'est assez frappant de voir comme beaucoup d'entreprises attendent, surtout, je dirais, des managers, un investissement très important sur les projets, les plans. Voilà, vous allez vous comprendre pourquoi le sweat et capuche chez Lady Gaga. Euh, un investissement constant, très fort, et puis la stratégie de l'entreprise bouge, quelque chose a changé, et puis finalement le projet sur lequel on a travaillé pendant 3 semaines, 3 mois, 6 mois, mais vraiment en donnant tout,
finalement il est arrêté, où on change d'axe stratégique, où on n'a plus les budgets, on n'a plus les ressources. Et puis le commentaire qui va avec souvent, c'est de dire non, mais bon, prends pas ça pour toi, hein, c'est pas grave, hein, franchement, sinon c'était un bon boulot, super, mais bon, là, on va complètement changer de stratégie. Et le ne le prends pas pour toi. Et donc évidemment, la bonne réaction, c'est le poker face, d'où le Lady Gaga, c'est de dire non, non, mais tout va bien, c'est bien, je gère. Sauf que dans les faits, évidemment, n'importe qui a passé ses soirées sur un sujet auquel il tient à cœur, sur lequel il a beaucoup investi, évidemment qu'il le prend personnellement. C'est bien son temps personnel qu'il a mis, c'est bien des arbitrages qu'il a fait, parfois même avec sa vie de famille, même sans aller jusqu'à des arbitrages avec la vie de famille. C'est quelque chose sur lequel il s'est beaucoup investi, il a mis de lui. Et donc du jour au lendemain, on lui dit, ben, écoute, ça va s'arrêter, mais c'est pas grave. Et il y a cette culture donc du entre guillemets du même pas mal, du poker face, faut pas le prendre pour soi. Et donc ne pas tellement, ne pas trop partager ses frustrations et donc être toujours en mode, je dirais, donner le change, zen. Et alors, a fortiori, si vous travaillez à l'international, ce qui a été mon cas, notamment avec des anglo-saxons, qui n'ont pas pour rien inventé cet adage du never explain, never complain, ou avec des cultures asiatiques où il faut vraiment garder la face. Donc on explique, ça s'explique, donc culturellement on s'adapte, mais il n'empêche qu'on fait beaucoup de concessions et on prend beaucoup pour soi avec le risque, dans certains cas, de mettre vraiment en fragilité. Et puis alors, entre là, je vous ai parlé de certains extrêmes, hein. On parlait de l'armée américaine. Alors, pardon, le sweat à capuche, c'est parce que Brené Brown, elle a cette métaphore, elle compare ça aux copains de ses enfants qui sont ados, qui se trimballent tous en sweat à capuche, même quand il fait 35 degrés dehors. Mais parce qu'au moins, quand ils ont leur sweat à capuche, on voit rien, ils sont confondus dans la masse et donc ils sont invulnérables. Voilà, donc le sweat à capuche, c'était l'image de Brené Brown, et puis le poker face, c'était moi, ma perception du monde, parfois, du monde de l'entreprise. Mais au-delà de ces extrêmes dont on parlait, des cas graves vraiment que ça peut générer, il y a quand même un truc qui fait mal, c'est sur le slide d'après, c'est que toutes ces cultures, voilà, j'ai utilisé le Lost in Perfection, mais toutes ces cultures du zéro défaut, il n'y a pas de vulnérabilité, sont souvent dans les mêmes entreprises. On entend souvent d'un côté, dans notre entreprise, zéro défaut, pas d'erreur, excellence, etc. Et les mêmes personnes, au même moment, vous disent, mais alors par contre, enfin, ils disent pas par contre d'ailleurs, ils disent, et chez nous, l'innovation, c'est capital. Sauf que l'innovation dans une culture où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas de défaut et donc pas de droit à l'erreur, c'est juste une injonction paradoxale totale. La base de l'innovation, c'est l'essai-erreur. Donc la base de l'innovation, c'est le droit à l'erreur, c'est le droit à la vulnérabilité, c'est d'investir et puis finalement peut-être ça ne marche pas et peut-être la fois d'après ça ne marche toujours pas et la fois d'après ça ne marche encore pas. Et après, il se passe quelque chose qui peut créer de l'innovation. Donc il y a cette injonction paradoxale qu'on voit très souvent de non, non, ben, pas de vulnérabilité, pas de défaut, ok, mais l'un des prix à payer, l'un des prix à payer, c'est la perte, le risque de perte de capacité d'innovation. Également dans le monde de l'entreprise, euh, plus on est dans une culture du zéro défaut, plus on est dans une culture de la norme, plus ça devient compliqué de mettre en place, ce dont on parle énormément, une culture inclusive. Parce que la culture inclusive, ça veut dire être une culture dans laquelle c'est OK d'être différent, de ne plus être dans la norme. Donc plus on normalise, et donc plus ça devient, l'élastique devient tendu. Et là encore, ces discours de invulnérabilité d'un côté et mais on est très inclusif de l'autre, ça vient se confronter directement. Et alors si on tire le fil, c'est ce que dit Brené Brown, c'est que quand dans certaines sociétés, alors sociétés au niveau corporate ou sociétés au niveau presque, j'ai envie de dire, d'un pays, quand l'erreur devient tabou, quand c'est devenu tellement impossible de reconnaître qu'on s'est trompé, on rentre dans des mécanismes psychologiques qui sont très dangereux de déresponsabilisation et de rationalisation ex post. Autrement dit, comme on ne peut pas reconnaître qu'on a fait individuellement ou collectivement, peu importe une erreur, une fois que l'erreur, l'accident, le risque opérationnel, enfin selon le métier qui est le sien, est réalisé, et bien en fait, les équipes ou les individus vont trouver une explication pour justifier pourquoi c'était OK et il était normal que ça se passe comme ça. Et on se retrouve avec des comportements qui peuvent être non éthiques, tout simplement parce que reconnaître que l'équipe ou un individu s'est trompé ou a fait une erreur ou n'a pas atteint l'objectif n'est tout simplement plus dissible. Voilà. Donc ça, en gros, tout ça, ce sont les risques du mythe
de l'invulnérabilité, les dangers des cultures au sens large du terme, encore une fois, entreprise ou plus large, ou sociétale, qui prônent tellement l'invulnérabilité qu'on casse les warnings qui devraient s'allumer. Troisième mythe, être vulnérable, c'est manquer de courage. Je pense que, d'ailleurs, je pense que si vous êtes sur cette conférence, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est bien l'inverse. Euh, Quand il n'y a pas de courage, en fait, ça s'appelle de la témérité. C'est tout simplement de la témérité. Pardon, quand il n'y a pas de vulnérabilité. Le courage, c'est oser quelque chose en sachant qu'il y a un risque d'échec. Ça, c'est courageux. Sinon, effectivement, si on n'est même pas conscient du risque, c'est de la témérité. Et donc, le titre du livre de Brené Brown, il vient de cette citation de Roosevelt, justement, qui dit que tout le mérite revient non pas à celui qui critique, mais celui qui descend dans l'arène tout en sachant qu'il risque d'être battu. Et là encore, sur le slide d'après, je pense qu'on a une image, là encore, on peut faire l'analogie avec les sportifs de haut niveau. Alors ça, c'est Raymond Poulidor, donc qui court plus vraiment, mais qui a été en tout cas en France qualifié de l'éternel second. Alors je sais plus qui m'a dit récemment, mais en fait, il a gagné pas mal de choses. Mais bon, je crois il est retenu dans l'histoire, en tout cas dans l'imaginaire français, comme l'éternel second. Et ce qui est intéressant, c'est de voir notre rapport. Alors là, il ne s'agit pas d'un échec, mais en tout cas une forme de vulnérabilité, parce qu'il vise la première place et puis il ne l'atteint pas, notre rapport à cette vulnérabilité dans le sport et dans le monde de l'entreprise. Dans le sport, je pense qu'il ne viendrait à personne, à l'idée de personne, de considérer que quelqu'un comme Raymond Poulidor ou je ne sais quel athlète qui n'a pas la médaille d'or manque de courage. Je dirais même c'est l'inverse. Typiquement, là, les Jeux Olympiques vont bientôt débuter. À chaque fois qu'on va voir une course d'athlétisme, il y a 8 personnes qui s'élancent et on sait qu'il y en a 7 et tout le monde le sait, eux aussi ils le savent, il y en a 7 sur 8 qui ne seront pas médailles d'or. Il y en a 5 sur 8 qui ne seront même pas sur le podium. Et pourtant, ces gens-là s'entraînent depuis, en gros, peut-être toute leur vie, depuis des années à minima, pour en être là. Et notre rapport, il est, je pense, pour la grande majorité d'entre nous, on a énormément d'admiration pour tout le courage, pour toute l'abnégation, et pour toute la vulnérabilité, je dirais, de ces sportifs de haut niveau qui ont fait tellement d'efforts et qui, devant les télés du monde entier, prennent ce risque de concourir et de ne pas arriver sur la première marche. Et donc, je trouve ça intéressant de voir à quel point dans le domaine du sport, on a beaucoup d'admiration et parfois même de la tendresse pour les éternels seconds, alors que dans le monde de l'entreprise, il est quand même quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus critique à l'égard du fait de ne pas être premier. J'ai vu un commentaire apparaître et puis il a disparu. Mais oui, alors merci Monica pour ton commentaire. Tu dis pour avoir détecté toutes les erreurs dans mes missions, j'ai le droit à des rejets, des comportements non éthiques graves et même en fin de période d'essai. Exactement. Euh, oui, absolument. L'erreur est un axe de progrès, donc toutes les cultures d'entreprise ou autres qui développent le droit à l'erreur et le fait de refaire et de valoriser le fait qu'on a mieux fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus refait l'erreur ou on l'a refaite un peu moins ou un peu moins gravement, effectivement, ça change tout dans la culture d'une entreprise. Slide suivant, mythe numéro 4. Et donc, juste pour conclure, effectivement, ne pas oser prendre le risque de la vulnérabilité, hein, dans le cadre de ne pas prendre le départ de la course, c'est certes ne pas prendre le risque de perdre, mais c'est surtout ne pas prendre le risque de gagner. Et ce qui marche dans le sport, ça marche également évidemment dans le monde de l'entreprise et même au-delà. Mythe numéro 4, le terme de vulnérabilité, il est associé en général au moment où ça ne va pas. Être vulnérable, tout de suite, ça renvoie à des moments où ça ne va pas. Et Brené Brown le dit très joliment, la vulnérabilité, c'est également le berceau des émotions positives. Tomber amoureux, c'est probablement un des moments les plus vulnérables dans une vie. Avoir des enfants et s'occuper notamment des tout petits, c'est prendre le risque de se mettre à vie en vulnérabilité maximale. Pas de vulnérabilité, si on laisse aucune place à la vulnérabilité, mais il n'y a plus de place non plus pour ces moments, ces émotions ces émotions très plus que positives. De la même façon, la créativité vient de la vulnérabilité. Euh, on imaginerait assez difficilement des artistes qui soient peintres, qui soient musiciens, qui soient écrivains, euh,
réaliser des œuvres aussi bouleversantes s'ils n'accédaient pas à leur propre vulnérabilité. Donc voilà, donc ça c'était le mythe numéro 4 et pas des moindres, qui renverrait au fait que la vulnérabilité, c'est quand ça ne va pas aussi. Ça peut être quand ça ne va pas, mais ça peut être aussi quand ça va très très bien. Et puis dernier mythe, la vulnérabilité, c'est impudique. Alors sur le slide suivant, je crois que j'ai mis des exemples dans le livre de Brené Brown. Je vous laisse les lire, je les commente pas, mais des exemples de moments de vulnérabilité que Brené Brown a notés au travers des entretiens, des interviews qu'elle a fait dans le cadre de ses recherches. Donc vous voyez, il y a demander de l'aide, demander pardon, tomber enceinte après 3 fausses couches, dire je t'aime le premier. Écouter mon fils dire combien il aimerait jouer en solo dans l'orchestre et l'encourager, alors que je sais que ça n'arrivera sans doute jamais. Appeler une amie qui vient, je sais plus s'il est là, mais appeler une amie qui vient, dont l'enfant vient juste de mourir. Bon, voilà, tous ces exemples de vulnérabilité. Et il est clair que partager ces moments de vie, là, ce sont des exemples parmi plein d'autres, il y en a plein d'autres, euh, ce sont des moments très personnels. Et si on partage ça, j'allais dire, sans avoir sécurisé la relation avec des gens qu'on ne connaît pas bien ou dans des environnements qui ne sont pas forcément adaptés, ça peut effectivement être impudique. Et sur le slide d'après, je crois que j'ai mis 2 images qui illustrent une très jolie métaphore que Brené Brown utilise. À gauche, alors c'est un phare de voiture, elle a employé un projecteur, mais bon, j'ai pris l'image que je trouvais. Et à droite, une guirlande lumineuse. Ce qu'elle dit, c'est partager des moments de vulnérabilité sans avoir sécurisé la relation, sans s'assurer qu'on est dans une relation qui est suffisamment développée, quelque part solide pour accueillir ce qu'on est en train de partager, ça revient à braquer un projecteur dans les yeux de la personne qui est face à soi et qui n'a rien demandé. Donc, dans le meilleur des cas, la personne va se reculer parce que quelque part, voilà, too much information, elle n'a pas envie de savoir toute votre vie perso là comme ça alors qu'elle vous connaît à peine. Et dans certains cas, ça peut même couper la relation parce qu'il y a des gens qui vont se sentir agressés par voilà, tous ces récits, parfois perso, etc. Mais à l'inverse, partager des moments de vulnérabilité, ça se fait dans un cadre de relation qui est sécurisé, et puis ça se fait par petites touches. Et donc, d'où l'image de la guirlande lumineuse. Et ce que dit Brené Brown, c'est qu'effectivement, quand on y va par petites touches, progressivement, et bien là, en fait, ça vient éclairer des recoins qui étaient jusqu'à présent dans l'ombre, sans aveugler qui que ce soit, mais ça éclaire. Autrement dit, ça approfondit le champ. Et donc, effectivement, on rentre dans une relation qui est beaucoup plus authentique, qui est beaucoup plus profonde, et qui, le plus souvent, c'est pas garanti, il y a pas on le fait pas d'ailleurs dans une logique de donner-recevoir, mais le plus souvent, quand on s'ouvre à un moment de vulnérabilité qu'on partage avec quelqu'un, le plus souvent, on recueille quelque chose en retour, pas nécessairement à l'instant T, mais en décalé. En tout cas, on crée les conditions d'une relation beaucoup plus authentique. Voilà. Et qui n'a rien à voir avec le phare de voiture. Typiquement, les phares de voiture, c'est toute cette, alors pas tout, mais souvent cette culture Instagram de gens qui vont raconter toute leur vie, toutes leurs vacances, ou même plus, face à des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers même de personnes. Et là, on n'est plus du tout encore une fois, dans de l'authenticité, mais dans quelque chose qui peut relever soit du narcissisme, soit de quelque chose qui est assez fake, etc. Voilà. Donc voilà pour les 5 mythes sur la vulnérabilité. Et je crois que j'ai fini sur le slide suivant. Voilà, sur une citation que je trouvais, sur cette première partie, une citation que je trouvais très jolie d'une dame que je ne connais pas, j'avoue, Madeleine L'Angle, qui est une écrivaine américaine, qui écrit dans la littérature pour adolescents et qui dit, durant l'enfance, on pense qu'en grandissant, on deviendra invulnérable, mais grandir, c'est accepter la vulnérabilité, être vivant, c'est être vulnérable. Je trouvais que c'était une jolie citation pour conclure cette première partie sur ces mythes à déconstruire sur la vulnérabilité. Et quand je dis à déconstruire, encore une fois, je pense notamment au monde de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a d'autres univers, je parlais du sport, mais on parlait de la famille, pour lesquels la vulnérabilité est beaucoup plus communément acceptée. Et donc, deuxième partie, en admettant qu'on se dise, OK, je comprends, on comprend qu'en osant la vulnérabilité, pardon, je marquais potentiel à l'anglaise, mais potentiel, on,
On peut libérer son potentiel. Encore une fois, le potentiel, il est individuel et il est collectif. On parle pas. Admettons, mais maintenant, mais on fait comment? Parce qu'on l'a vu sur le cinquième mythe, sur la vulnérabilité, c'est impudique. Non, mais c'est vrai que ça peut l'être. La question, c'est comment le faire, notamment dans le monde de l'entreprise, d'une façon qui soit sécure. Parce que l'enjeu, c'est pas non plus de se retrouver, de se mettre en risque. Et c'est là qu'on fait le lien, entre autres, avec le coaching. On va en reparler. Mais en gros, mon message principal, et je l'ai vécu en tant que coachée, je l'ai vécu en tant que responsable de la stratégie de talent et je l'ai vécu en tant que coach. Le coaching, c'est un magnifique terrain de jeu pour s'entraîner d'une façon totalement sécure à ouvrir un petit peu et progressivement à sa propre vulnérabilité et à voir le potentiel que cela peut libérer. Alors, premier élément, se libérer de la honte. Alors au départ, Brené Brown, moi j'ignorais, mais elle est chercheuse. Son sujet de thèse, hein, c'est la honte. Et ce qu'elle explique, c'est que, bon, on le sait tous, hein, mais que tant qu'on n'arrive pas à nommer ce qui nous fait honte, en fait, ça crée un, un mur, un obstacle, un mur invisible qui nous empêche de toucher à la vulnérabilité. Et donc, évidemment, on le bascule dans l'inconscient ou dans le conscient qui est, voilà, qu'on a caché. Et alors, alors, j'ai pas dit, j'ai dit tout à l'heure que ce serait le seul moment de sémantique. Pardon, il y en a un deuxième, mais celui-là, je l'avais trouvé très intéressant. Elle explique les nuances et les différences entre la honte, la culpabilité, la gêne et l'humiliation. Bon, la conclusion de l'histoire, c'est que la honte, c'est le pire, mais je vous explique pourquoi. Elle dit que la culpabilité, euh, dans certains cas, alors évidemment, c'est quelque chose qui peut énormément plomber, hein, les coachs savent bien ce que c'est que les croyances limitantes et que la culpabilité qui peut parfois aller avec. Mais dans la culpabilité, il se peut des fois qu'il y ait quelque part euh, une, que ça nous oriente vers quelque chose à faire mieux. Il y a une notion de positif qu'on pourrait atteindre. Même si la culpabilité peut nous plomber sur le fait de se dire, ah, j'en suis pas capable, mais on voit ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'on pense être nécessaire pour pouvoir améliorer telle situation. La gêne, on pourrait dire que c'est une forme de honte, mais un petit peu diluée. Et la gêne, en général, elle est beaucoup moins difficile à partager. Et dès qu'on la partage, souvent, ça crée quelque chose d'assez... ça peut créer une forme de connexion, voire de convivialité. Et souvent, d'ailleurs, ça peut souvent être tourné en élément humoristique qui va créer du lien. Donc la gêne est moins un obstacle fort. Et l'humiliation, qui est évidemment quelque chose de très violent, mais dans l'humiliation, on est victime. Donc au moins, on n'a pas cette culpabilité, on a été humilié, donc on a été victimisé par une situation. Alors que dans la honte, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a, je schématise vraiment, elle explique ça beaucoup mieux, mais en gros, c'est perdant-perdant, le système de la honte. C'est vraiment perdant-perdant. On n'ose pas l'exprimer et en même temps, il n'y a rien de positif à en sortir. Contrairement à la culpabilité, encore une fois, où on peut voir un idéal de ce qu'il faudrait atteindre. Et donc, elle explique effectivement que tant qu'on n'accède pas à ça, tant qu'on n'est pas capable de mettre des mots dessus, ça bloque. En revanche, que dès qu'on met des mots dessus, il y a des choses qui s'ouvrent. Alors, c'est le principe de la thérapie, hein, elle a rien inventé de ce point de vue-là. Donc, sur les sujets perso, mais notamment sur les sujets professionnels, parce qu'on ne parle pas, ce mot de honte, on ne l'emploie pas dans le monde de l'entreprise, mais clairement, toutes les entreprises où on n'ose pas dire, on ne se sent pas autorisé à exprimer sa frustration, sa colère, sa peur, sa tristesse, c'est une forme de honte. Euh, et donc, ça peut se libérer au travers des mots sur le slide suivant. Et puis, donc voilà, et même le slide d'après, ça c'était le slide pour illustrer la honte. Euh, et assez souvent, ce qui peut se passer, c'est que, notamment quand on intervient, alors encore une fois, moi j'ai mon expérience professionnelle de plus de 20 ans, elle était dans le domaine de la finance. Donc vous êtes sur des populations, de gens qui sont très cortiqués, très rationnels. Donc accéder à toute cette notion d'émotion et particulièrement de honte, c'est pas, c'est rarement. Enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient confortables avec ça, mais particulièrement, j'ai envie de dire, dans les métiers financiers, c'est assez compliqué d'accéder à ça.
Mais un des outils magiques, il y en a plein, mais dans le coaching, il y a toute la notion de la symbolique. Et aussi bien pour les gens qui n'arrivent pas à mettre les mots que pour les gens qui mettent trop de mots, qui rationalisent, qui arrivent à tout expliquer. Et alors, plus vous êtes sur une population très très cortiquée, plus ils n'auront aucun problème à expliquer, rationaliser, mesurer, quantifier, etc. Sauf qu'à un moment, c'est aussi une façon de masquer ce qu'il y a derrière. Et dès lors que vous commencez à passer par de la symbolique, alors ça peut être inviter vos clients, coacher à dessiner ou ou ne serait-ce qu'à utiliser du photolangage, c'est assez extraordinaire ce qui se passe, comme ça ouvre le champ, consciemment ou inconsciemment, et comme ça permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur ce qui se joue derrière toute cette apparence de sweat à capuche ou de poker face dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et moi, je l'ai expérimenté, là encore une fois, en tant que coachée et en tant que coach, sur de l'individuel et sur du coaching d'équipe. Euh, c'est effectivement très impressionnant de voir tout ce qui peut sortir au travers de la symbolique. En individuel, c'est intéressant parce que quand vous avez, à vous, quelqu'un qui est dirigeant, qui est top manager, qui est vraiment beaucoup dans le contrôle, hein, je veux dire, c'est pour ça qu'il est à ce niveau de responsabilité. euh, Souvent, déjà, quand vous l'invitez à faire quelque chose, à prendre un crayon, à dessiner, le premier réflexe, c'est de dire, ah non, mais je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Moi, je dessine pas bien. Alors que tout le monde a compris que le sujet, c'était pas de faire une œuvre d'art. Donc, mais ça traduit à quel point on est face à forcément face à des professionnels qui sont dans la performance. Donc là, on leur demande de faire quelque chose dans lequel ils vont pas être au top de la performance. Donc ils dessinent pas. Parce qu'ils veulent être soit top performance, soit pas du tout. Et donc déjà, le simple fait de voir comment accepter de dessiner, j'en sais rien moi, un vélo, un animal, une maison, peu importe, sur un bout de papier dans le cadre d'une séance de coaching, peut être quelque chose qui se passe de façon fluide ou dès le début qui crée une forme de résistance, va déjà énormément parler de la capacité de votre interlocuteur à accéder à sa propre vulnérabilité. Parce que voilà, dessiner, je sais pas quoi, un lapin ou une maison, quand vous êtes directeur financier et que vous n'êtes pas un grand fan de dessin, c'est prendre le risque d'avoir l'air d'avoir un lapin qui ressemble à une girafe et d'être ridicule. Et alors, est-ce que c'est vraiment grave? Et bien déjà, rien que ça, il se passe des choses. Et puis après, donc une fois que ce premier cap est franchi, quand vous êtes dans le dessin, dans le photolangage, il se passe des associations d'idées, des choses, des champs qui s'ouvrent, qui ne se seraient pas ouverts juste avec la parole sur des sujets vraiment très rationnels. Et même, j'ai envie de dire, euh, ce qui est très beau dans la symbolique, et on peut l'expérimenter en coaching, là je parlais soit des gens qui n'arrivaient pas à mettre les mots, parce que quelque part c'est un petit peu une forme de honte à oser être vulnérable, ou des gens qui mettent trop de mots. Mais la symbolique, ça va aussi permettre d'ouvrir, d'autoriser des gens à envisager, à être plus ambitieux, à avoir des rêves un petit peu fous, des rêves un petit peu mégalos, tout un tas de choses qu'au fond, ils aimeraient bien, mais qui n'osent absolument pas exprimer, de peur d'être ridicules ou de peur tout simplement d'être taxés d'immodestie. Et donc dans les mots, ça ne sort pas. En revanche, dans le choix des images ou dans les dessins ou dans la taille qui va être donnée à tel objet, etc., tout de suite, on va avoir quelque chose de plus grand que ce que les mots laissaient entendre. Et là, on peut connecter aussi à des ambitions qui sont pas, ou à des désirs qui sont un peu cachés, pas totalement assumés. Parce que dans la vulnérabilité, il y a ça aussi. Parce que oser être ambitieux, oser exprimer son désir, son souhait, que ce soit d'une promotion, je ne sais pas, de créer un nouveau projet, c'est se mettre en vulnérabilité. Voilà, c'était la première chose, se libérer de la honte et oser. Et il n'y a clairement pas que le coaching, mais en coaching, c'est un cadre qui permet d'aller un peu investiguer, enfin un peu et beaucoup d'ailleurs, toutes ces notions. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais deuxième stratégie, muscler son auto-empathie. Alors j'ai mis sur le slide d'après deux petites images. Alors je vous explique parce que ça fait peut-être pas immédiatement du sens pour vous. Euh, on est actuellement dans une société, je pense que je serais étonnée que certains d'entre vous me disent qu'ils sont en désaccord avec moi, où les injonctions sont incessantes et souvent paradoxales.
de performer dans le cadre professionnel, d'être suffisamment disponible pour ses enfants, de faire suffisamment de sport, d'avoir une bonne hygiène alimentaire, de faire de la méditation, de faire du yoga, de s'occuper de ses parents, de s'occuper de ses amis, d'être disponible, etc., etc. Bon. Et donc on arrive, d'où mon image de gauche, à cette espèce de, dans certains cas presque de panique, mais en tout cas de pression à minima, de pression qui peut arriver à cette sensation que certains d'entre nous, en tout cas moi j'en fais partie, ont ressenti beaucoup du c'est jamais assez. Ce que je fais, c'est jamais suffisant par rapport à tout ce qu'il faudrait que je fasse. Alors là, aujourd'hui, j'ai fait du sport, mais je suis arrivée en retard pour récupérer ma fille à l'école, ou là, je me suis bien occupée de mes enfants, mais je suis arrivée en retard à mon meeting, ou parce que je suis allée chercher mes enfants à l'école, j'ai pas pu assister à ce meeting-là, où j'ai tout bien fait avec les enfants et le boulot, mais je ne fais plus de sport, j'ai pris 3 kilos et je ressemble pas à l'image parfaite qu'il faudrait, etc., etc. Donc c'est une espèce de tyrannie du, du, du jamais assez. Et, et en fait, et donc là aussi, on est toujours dans ce côté un peu, et donc ça, c'est de la vulnérabilité, de se dire, bah oui, je suis pas assez ou je suis trop, etc. Et j'ai mis la petite girafe parce que, alors d'abord, la girafe, alors les coachs le savent parce qu'on utilise beaucoup la métaphore de la girafe, mais la girafe, c'est l'animal qui a le plus grand et le cœur, l'organe, le cœur le plus lourd. Donc, ce qui s'explique anatomiquement, puisqu'il faut qu'elle monte le sang jusqu'à la tête, et vu la taille du cou, il faut pomper, il faut une pompe très, très forte. Donc, c'est pour ça que la girafe est souvent utilisée en coaching pour incarner l'empathie. Mais j'ai aussi utilisé, j'ai pas utilisé n'importe quelle girafe, j'ai utilisé Sophie la girafe pour ceux qui ont des enfants et qui l'ont pratiqué, Sophie la girafe, ou subi, selon. Euh, Parce que je pense qu'il y a un pédiatre et psychanalyste britannique que certains d'entre vous dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle Donald Winnicott, et qui a théorisé, mais il y a longtemps maintenant, je crois que c'était dans les années 50, sur le concept de la mère suffisamment bonne. Lamia, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire justement ça. Je voulais de la mère suffisamment bonne qui ne se met pas trop la pression, voilà, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'elle soit disponible, pas évitante, pas surprotectrice, voilà, juste suffisamment bonne. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qu'il explique, c'est que cette mère-là, qui est suffisamment bonne et qui est donc pas parfaite, elle est meilleure pour les enfants, pour ses enfants, qu'une mère parfaite. Parce Pour les qu'en styles étant... d'attachement de l'âge adulte et tout, ça va être beaucoup, ça va faire Exact- un individu équilibré. C'est pas- Exactement. Parce qu'en étant elle-même imparfaite, elle va autoriser ses enfants à pouvoir avoir leurs propres imperfections. Et qu'une mère parfaite serait quelque part presque castratrice parce que elle deviendrait inhibante parce que finalement ses enfants n'arriveraient jamais à atteindre ce niveau de perfection. Donc il a théorisé sur ce concept de la mère suffisamment bonne et je pense que tous ici on conçoit assez aisément ce concept. Et là encore, au même titre que je disais, c'est amusant de voir comme dans le domaine du sport, il y a des choses qu'on accepte très bien alors que dans le domaine de l'entreprise, on devient beaucoup plus critique. Eh ben, pour un manager, le concept d'être suffisamment bon, ben, en gros, c'est qu'il est mauvais, quoi. Enfin, l'objectif, c'est pas d'être suffisamment bon. L'objectif, c'est d'être très bon, au-dessus des objectifs et si possible exceptionnel. Donc c'est intéressant de voir. Et donc ça encore, ça nous amène vers ce sujet du zéro défaut et de tout ce que ça risque d'obérer si on laisse pas un peu de place à la vulnérabilité. Et dans la dernière conférence que j'animais sur ce sujet, il y avait une jeune femme qui a plusieurs enfants, dont un tout petit, qui est manager dans une équipe commerciale, donc dans la finance, donc environnement très exigeant. Et elle partageait avec moi que la semaine qui venait de 2 jours avant, je crois qu'on se voit, pour la première fois, elle avait osé, parce qu'en fait, elle avait passé une nuit affreuse. Son bébé avait pleuré toute la nuit. Elle devait intervenir devant un CODIR ou un COMEX le jour même. Et elle pouvait pas. Elle pouvait pas. Elle avait réussi à venir au boulot, mais elle était complètement cramée de fatigue. Et elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a dit à son équipe en disant, écoutez, je vais pas pouvoir. Je suis là, mais en fait, je suis pas vraiment là. Je suis épuisée. Mon bébé n'a pas dormi. Est-ce que l'un de vous peut assurer la presse à ma place? Et elle nous expliquait qu'en fait, c'est un des gars de son équipe qui était plutôt le plus ronchon d'habitude, qui s'est proposé, qui a fait donc la présentation très bien, parce que le gars était très compétent, et que depuis ce moment-là, la relation avec ses collaborateurs s'est complètement inversée.
Enfin, inversé, non, mais c'est complètement modifié et arrivé sur un autre niveau d'authenticité et quelque chose qui s'est complètement débloqué avec lui, alors que jusqu'à présent, elle avait une relation qui était correcte, mais assez relativement distante avec lui. Et effectivement, c'était un joli exemple donc d'ouverture, de vulnérabilité, fait dans un cadre qui était effectivement sécure, mais qui a non seulement créé plus d'authenticité entre eux, mais qui permet de révéler le potentiel de ce collaborateur. Je ne sais pas si elle était consciente qu'il était capable de faire aussi bien cette présentation, mais on peut imaginer que si elle avait tout le temps fait cette présentation, elle ne se serait pas rendue compte qu'il était tout à fait capable de la faire de façon très satisfaisante. Donc on voit bien là que c'est en accédant à sa vulnérabilité, en osant la partager, je dirais, on augmente son propre potentiel, mais aussi le potentiel collectif. On donne la possibilité au collectif d'aller plus loin. Donc je trouvais que c'était un joli exemple. Et donc, évidemment, ça crée des relations plus authentiques. En tant que manager, partager son moment de fragilité ou son droit à l'erreur de la même façon va autoriser les autres et va permettre plus d'innovation, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et puis créer un climat beaucoup plus inclusif. Troisième stratégie et avant-dernière, et puis après, on aura fini, et puis s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Et non des moindres, le feedback. Alors j'imagine que la grande majorité d'entre vous, tous peut-être, êtes familiers avec la notion du feedback. En revanche, sur la slide suivante, si je vous dis 5 contre 1 en termes de feedback, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une idée de ce que ce 5 contre 1 à quoi il pourrait faire référence? Voilà. Donc, 5 contre 1, c'est parce qu'il y a une étude du Harvard Business Review, enfin du Harvard, publiée dans le Harvard Business Review par des chercheurs américains, qui a fait le parallèle, qui a isolé au moins un point commun, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ils ont parlé de celui-ci, entre le monde du sport de très haut niveau, d'où Usain Bolt sur la photo, et les entreprises dites ultra performantes. Alors le ultra performante, ils l'ont défini sur un certain nombre de critères de performance boursière, enfin, de tout un tas d'éléments objectifs. Et ils ont constaté qu'il y avait un point commun dans ces deux cultures, qui était le ratio de feedback positif sur feedback négatif. Les Américains parlent de feedback constructif, mais en France, nous, on parle de feedback négatif. Ce ratio était de 5 contre 1. C'est-à-dire que les entreprises, plus ce ratio se rapprochait de 5, voire même, en fait, il était même de 5,4 contre 1, plus on s'approchait d'un ratio de 5 feedbacks positifs pour un feedback constructif, plus on était dans des entreprises de performance de très très haut niveau. Autrement dit, et pardon, pas autrement dit, et à l'opposé, les entreprises qui étaient sur un ratio de 1 contre 1, voire pas de feedback positif et des feedbacks négatifs, et Dieu sait que ça existe, étaient mais très majoritairement sous-performantes. Et on le voit bien, effectivement, les sportifs de haut niveau, quand ils s'entraînent, ils ont leur coach, ils ont leurs entraîneurs. En général, ils filment, en tout cas pour des athlètes de ce niveau-là, ils filment leurs performances, enfin leurs entraînements. Et les coachs mettent en avant tout ce qui fonctionne bien. Tout ce qui fonctionne bien. Et la théorie qui est derrière, elle est très simple, hein, c'est pour pouvoir accueillir, mais d'une façon sécure, sans qu'on se sente trop ébranlé, une critique, quelque chose qui ne va pas, il faut être suffisamment rassuré d'un point de vue psychologique, il faut avoir suffisamment de sécurité psychologique sur tout ce qu'on fait bien. Et si on n'a pas si on n'est pas suffisamment nourri de ce point de vue-là, c'est pas qu'on va pas entendre la critique. Alors, dans certains cas, on peut carrément la rejeter, mais sinon, on va l'entendre. Mais comme on n'est pas suffisamment stable sur tout ce qu'on fait bien, le risque, c'est que ça nous ébranle et qu'en fait, essayer de travailler dessus pour améliorer, ça va devenir une montagne et on va pas avoir la force d'y aller. Et donc, c'est ça qu'ils ont identifié. Et donc, autant tout le monde, je pense, enfin, la grande majorité d'entre nous savent ce qu'est le feedback, autant je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait connaissance de ce 5 contre 1. En tout cas, moi, quand j'ai lu cette étude, j'ai trouvé ça passionnant. Et alors, pour la petite histoire, je l'ai recherché récemment parce qu'on me l'a demandé. Et en cherchant l'étude, ils avaient fait un article plus récemment dans lequel ils ont croisé cette étude-là, dont les chiffres restent valables, avec une autre étude qui a été faite par un psychologue, mais cette fois-ci sur les couples.
avec les statistiques de divorce. Et en fait, ils arrivent au même ratio de 5 contre 1. Donc les couples apparemment qui durent le plus dans le temps sont ceux qui se disent le plus de choses positives. Et que voilà, et qu'on arrive au même mécanisme, qui est aussi le mécanisme de la psychologie positive pour les enfants, où on sait très bien, et aujourd'hui, heureusement, les systèmes éducatifs évoluent, qu'il faut encourager, féliciter, célébrer les progrès, les efforts et les réussites des enfants, si on veut qu'ils puissent se sentir suffisamment sécures pour travailler les domaines dans lesquels ils doivent encore progresser. Donc effectivement, importance du plus, moins, je vois dans les commentaires, dans le chat, euh, dans les commentaires. Donc 5 contre 1. Et on peut tous s'interroger pour se dire, notamment professionnellement, puisque là on est plutôt dans un cadre professionnel, est-ce que chacun individuellement on est sur ce ratio de 5 contre 1? C'est un vrai travail. Slide suivant, alors là j'étais sur la partie quantitatif, hein, donc le nombre de feedbacks. Mais la deuxième question, c'est le qualitatif. Comment on fait les feedbacks? Je ne sais pas si autour genre de cette table virtuelle, vous êtes familier avec le desk, qui est une technique de feedback. Il y en a d'autres, mais enfin, c'est quand même la technique aujourd'hui la plus répandue. En gros, pour faire simple, et j'ai même pas mis la source, j'ai piqué ce slide, excusez-moi, j'aurais dû mettre la source que je trouvais bien fait. Euh, Desk, c'est pour description, émotion, solution. Et alors, moi, le C, c'était contrat, mais peu importe. Je vais pas, ici, on n'est pas sur une formation sur le feedback, donc je vais pas développer, mais je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller regarder, parce qu'on peut se dire, un feedback, c'est dire à quelqu'un, les Américains, souvent, ils disent, ouais, great job, guys, super, brilliant. Ça, c'est pas un feedback. Donc, seulement, dans le meilleur des cas, c'est une félicitation, et souvent, c'est de la politesse. Mais un feedback, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de le faire. Dans certains cas, c'est le préparer. C'est aussi, alors, surtout quand c'est un feedback constructif, mais vérifier avec la personne à qui vous le donnez que c'est le bon moment pour elle de le recevoir. Et si c'est pas le bon moment, ben, vous le gardez pour vous, pour plus tard. Et puis un feedback, donc le D pour descriptif, c'est être factuel et parler en je, c'est-à-dire à tel moment il s'est passé ça. Pour moi, ça a été compliqué parce que j'ai mal vécu telle ou telle chose, etc., etc. Et donc, j'aurais besoin d'eux. Et donc, ce qui serait OK pour moi, ce serait ça. J'aurais besoin de ça. Est-ce que c'est OK? Travailler à la solution. Et après, se mettre d'accord sur, à l'avenir, dans une situation similaire, comment est-ce qu'on fonctionne. Et c'est pas un feedback, c'est pas, de toute façon, tu es toujours en retard, c'est impossible de gérer avec toi, t'es pas fiable, etc. Donc, c'est parler en jeu, voilà. Bon, je développe pas sur la technique du feedback, parce que c'est un sujet à part entière, mais quand on revient à notre sujet de la vulnérabilité, du potentiel, euh, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à mettre en place une culture dans laquelle le feedback est vraiment quelque chose d'ancré, avec un ratio, avec beaucoup de feedback positif. Et les feedbacks positifs, ils se préparent autant que les feedbacks négatifs. On sécurise l'ensemble de l'écosystème. Donc, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable de recevoir une critique ou l'expression d'une frustration ou d'un désaccord. Et donc, ça laisse beaucoup plus de potentiel à l'amélioration individuelle et collective. Voilà. Et puis le tout dernier point, pour libérer le potentiel en osant la vulnérabilité, bah, c'est de s'entraîner, c'est de pratiquer, en gardant en tête cette image de Brené Brown de la guirlande lumineuse, c'est-à-dire on balance pas tout comme ça devant tout le monde sans avoir sécurisé. On se pose la question de est-ce que c'est la bonne personne avec qui je peux partager? Est-ce que c'est la bonne équipe? Est-ce que c'est le bon terrain de jeu? Est-ce que c'est le bon moment? Et puis on y va étape par étape et puis on s'entraîne, comme pour le feedback. Il y a des fois, ça va faire un flop total, ça va pas du tout marcher, ça va être très malaisant, comme diraient les jeunes, et c'est pas grave. Et on recommence et on recommence. Et là encore, et je vais en finir là-dessus, le coaching, il y a différents terrains de jeu. Alors déjà, votre famille, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, les enfants, c'est un magnifique terrain de jeu en tant que parents. Partager notre vulnérabilité de parents avec nos enfants, c'est très très puissant et on voit bien à quel point ça nourrit la relation et ça peut ouvrir des champs de partage avec ses propres enfants. Donc on a tous, j'ai envie de dire, un terrain de jeu personnel, donc nos enfants, nos conjoints, nos amis. Il y a un autre terrain de jeu qui sont les gens avec qui vous êtes suffisamment proches dans le cadre professionnel.
hein, donc les collègues proches ou même une équipe. En tant que manager, typiquement, vous prenez une nouvelle équipe. Les Anglais parlent du read me pour lis en moi. Typiquement, dans une équipe, en tant que manager, proposez à votre équipe de partager chacun les choses qui vous rendent heureux au travail, les choses dont vous avez besoin, les choses qui vous mettent en stress, les choses qui sont pas acceptables pour vous. Chacun partage et peut-être même d'ailleurs ce qui se passe quand vous êtes en zone de stress maxi. Comment vous risquez de vous comporter? Soit vous vous fermez comme une huître, soit vous devenez très désagréable, soit vous devenez très bavard, soit je ne sais pas quoi. Bon, soit vous fuyez. Rien que ça, partager ces 5 choses-là, si tout le monde accepte de les partager, vous ouvrez ce champ-là, déjà il se passe quelque chose de totalement différent dans l'équipe. Donc ça, ce sont vos terrains de jeu, j'ai envie de dire, sur lesquels vous pouvez activer les choses seul à votre initiative. Et puis le coaching, quand vous êtes dans des situations euh, de prise de poste, des situations complexes sur le plan relationnel, des situations de transformation personnelle où l'entreprise se transforme autour de vous, le coaching, c'est un espace qui vous permet aussi d'aller travailler tout ça, le feedback, l'ouverture à la vulnérabilité, oser ses ambitions dans un environnement qui est sécurisé parce qu'il y a un cadre, parce que la confidentialité est garantie, parce que votre coach, c'est votre sparring partner. Et puis parce que si, il ne faut pas oublier que tout ce qui va se jouer dans la relation de coaching va parler de votre relation à vous avec votre écosystème dans votre entreprise. Et donc, la relation entre le coach et le coaché va aussi être un matériau de travail intéressant pour voir ce qui peut se jouer, en coaching, on appelle ça les reflets, ce qui peut se rejouer dans la relation de coaching est en fait quelque chose qui se passe dans votre relation avec votre manager, vos collaborateurs, etc., qui peut même être un pattern. Donc, voilà, oser la vulnérabilité pour libérer son potentiel, indiscutablement, mais pas n'importe comment et en sécurisant. Et voilà, le coaching est une des façons de s'y entraîner de façon sécure. Et je vous mettrai dans le chat sur le dernier slide, je crois. Alors là, j'ai mon image, voilà, on peut passer à celui d'après. Vous les avez peut-être vus, mais vraiment, il y a eu, je trouve, il y en a plein, mais notamment 2 leçons extraordinaires de vulnérabilité et 2 leçons de courage avec. Alors, à gauche, c'est Jessica, pardon, Ardern. D'ailleurs, c'est pas Jessica, c'est Jacinda. J'ai mal écrit. Qui était la première ministre de Nouvelle-Zélande. Euh, qui a partagé, quand elle a décidé d'arrêter, de démissionner, en expliquant pourquoi. Et son discours est sublime. Le discours dans lequel elle annonce qu'elle se retire et le discours dans lequel elle revient, je crois que c'est devant l'Assemblée, quelques semaines ou quelques mois après, où elle dit en gros, ben moi j'étais la pire candidate pour être femme politique parce qu'en fait je suis tout le temps inquiète, j'ai tout le temps peur de tout. Donc c'est pas du tout le bon casting pour être une femme politique, une femme de pouvoir. Et bien finalement, j'ai trouvé ma place en étant qui je suis et en étant d'une nature inquiète. Et elle en parle, c'est très très joli. Et puis Arthur Sadoun, qui est le CEO, donc le PDG de Publicis Group, qui a communiqué il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est il y a un an, sur le cancer qu'on lui a diagnostiqué et qui explique dans cette vidéo pourquoi. Il a pris la décision de parler de son cancer dans son entreprise et donc plus largement alors qu'autour de lui, tout le monde lui disait, bah non, non, surtout ne fais pas ça, si tu fais ça, ça va être la cata, les actionnaires, les collaborateurs, panique à bord, n'en parle pas. Et donc, il a décidé d'en parler, il a expliqué pourquoi, il a expliqué qu'il a été sidéré de voir comment la deuxième annonce, enfin, la deuxième conséquence d'apprendre qu'on a un cancer, donc la première, évidemment, c'est la peur sur la vie, la santé, etc. Et la deuxième, c'est je risque de perdre mon boulot. Si j'en parle, je vais perdre mon boulot. Et donc, ça l'a sidéré de voir ces réactions. Et donc, il a voulu partager pour justement casser ce cercle vicieux. Et il en a fait quelque chose, puis il a créé une association justement pour essayer d'influer sur les pratiques des grandes entreprises vis-à-vis des collaborateurs, qu'ils soient eux-mêmes malades ou qu'ils soient aidants, parce que dans leur entourage, il y a des malades du cancer. Et donc ça, je trouve que ce sont des leçons extraordinaires de courage, de dignité, de créativité et au final, de beaucoup de puissance individuelle et collective grâce à ces moments de vulnérabilité qui ont été partagés. J'ai fini mon intervention. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent rester quelques minutes. Je ne sais pas si c'est possible, Prisca, pour partager. Moi, j'ai du temps devant moi si vous souhaitez C'est partager bon. un petit peu. Merci, je vois quelques commentaires.
Alors, peut-on remettre en coup de vent le premier slide concernant le premier mythe? Alors ça, c'est pour toi, Prisca. Alors, je reviens. Ah, je vois une question de Dominique. Comment un coach partage-t-il sa vulnérabilité en coaching pour autoriser son coaching à le faire? J'adore cette question. Euh, Eh bien, typiquement, moi, je peux donner un exemple. Il y en a plein d'autres, hein, mais alors, le premier mythe, c'était la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. Ça doit être trois, quatre slides derrière. Voilà, c'était juste avant. Non, c'était au-dessus. Voilà. Moi, je peux donner un exemple sur une séance de coaching qui est toute récente, là, il y a quelques jours. J'ai une cliente qui a un objectif pour son coaching, puisque dans le coaching, on se définit des objectifs, on n'est pas en thérapie. Et elle m'apporte quelque chose. Le jour où j'arrive, sur ce jour-là, on travaille sur son sujet du moment, et son sujet du moment est à 180 degrés par rapport à l'objectif du coaching. Et je vois bien que c'est le sujet du moment pour elle, c'est ça. Bon, je la laisse s'exprimer, et puis je vois le temps qui passe. Et, euh, et là, à un moment, moi, je me sens pas super bien parce que je vois que ce sur quoi elle a besoin de travailler aujourd'hui, c'est ce sujet-là. Donc, je suis là pour l'accompagner. Et en même temps, il y a quelque chose qui est dissonant pour moi. Et ben, tout simplement, en coaching, on appelle ça faire du méta. Et j'ai fait une petite pause, j'ai dit, écoute, voilà, je me sens, et je l'ai partagé, c'est de ce point de vue-là que tu as une forme de vulnérabilité. Je lui ai dit, écoute, en fait, tu sais, je suis un petit peu mal à l'aise là, parce que voilà ce que je ressens. Je ressens ça, que tu as envie de travailler là-dessus. En même temps, l'objectif enfin, que tu as validé avec moi, il est plutôt dans le sens inverse. Et donc, je t'écoute, je t'accompagne là-dessus, mais je suis un petit peu stretchée parce que je suis gardienne du cadre de ce coaching. Donc, je partage ça avec toi. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et puis, à partir de là, le truc, c'est très simplement réorganiser. En fait, finalement, ce qu'elle a souhaité faire, c'est retravailler un petit peu l'objectif global du coaching pour tenir compte de cette nouvelle donnée dans l'équation. Et puis, on est reparti. Mais pour moi, ça a été un moment d'une certaine forme de vulnérabilité parce que intérieurement, j'étais avec elle, mais intérieurement, j'étais en vrai conflit intérieur. Et à un moment, je me suis dit, OK, on va time out, je le pose. Et puis c'est devenu, là encore, c'est devenu quelque chose qui nous a permis d'aller plus loin que si on ne l'avait pas fait. Je ne sais pas si ça répond à la question qui était posée, mais c'est l'exemple qui me vient là, en parlant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'avais une question aussi. Bien sûr. Déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Je réfléchissais à ce que vous avez dit sur les entreprises où les valeurs sont l'excellence, le zéro défaut, etc. Dans le domaine, en tout cas, dans lequel je suis, c'est un peu ce que je vois. Mais du coup, la question que je me pose, c'est bien que je sois consciente que c'est pas forcément le meilleur chemin, ou en tout cas ce qui me correspond, est-ce qu'on peut quand même évoluer dans ces entreprises? Et si oui, comment? Ou alors est-ce que c'est vraiment pas ce qui nous correspond et il faut vraiment chercher des entreprises qui mettent peut-être en valeur le fait, la possibilité d'être vulnérable, de pouvoir faire des erreurs, voilà. Ouais, alors, très, très loin de moi l'idée de dire qu'il faut fuir certaines entreprises, etc. C'est pas du tout. Donc oui, clairement, on peut. Après, de toute façon, une entreprise, c'est un écosystème, c'est une institution, hein. Et l'entreprise, c'est fait de plein d'individus. À l'intérieur de cette entreprise, il y a plein de mini-écosystèmes. Donc après, je pense que ce qui est sûr, c'est que personnellement, ma conviction, c'est que rester en mode c'est le poker face constamment pour se conformer à la culture de l'entreprise, personnellement, je trouve ça très casse-gueule. Ça, j'ai pas grand doute. Après, justement, c'est la métaphore de la guirlande lumineuse, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez décider de partager sur certains sujets, là je parle de sujets business, des moments de doute, d'inquiétude, de désaccord, etc., en choisissant avec qui vous les partagez, comment vous le partagez, et en ouvrant le champ. Et encore une fois, il est assez probable que parce que vous le faites, les gens qui sont autour de vous vont déjà oser aussi exprimer d'autres choses. Et donc, je Ok. pense que c'est en expérimentant sur des cas concrets, progressivement, et en voyant si vous êtes bien accueilli, si ça crée du dialogue, si ça crée plus d'authenticité, si ça permet d'aller plus loin, ou si effectivement, une fois, deux fois, trois fois, il y a un vrai mur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut quitter l'entreprise. En revanche, on peut peut-être envisager d'aller ailleurs dans l'entreprise, dans Mm. un endroit où il y a un petit peu plus d'ouverture.
Ok, Donc, ça non, dépend et de... puis de toute façon, une entreprise, c'est un organisme vivant, donc ça bouge, c'est-à-dire ce qui est vrai à un moment donné, le sera beaucoup moins, on va devenir faux 6 mois plus tard. Donc c'est vraiment Mhm. une question d'ajustement et d'expérimentation. C'est le théorème de soyez le changement auquel vous aspirez pour le monde. Si à un moment il y a quelque chose que vous ressentez comme inauthentique ou sclérosant parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, euh, quelque part la première variable sur laquelle vous pouvez intervenir, c'est vous-même en osant partager certaines choses et en voyant ce que ça induit sur le système. Et le plus souvent, ça va induire des choses positives. Et puis si ça bloque complètement, bah là, là ça ouvre d'autres réflexions. Ok. Ça répond à votre question? Oui, oui, parfaitement, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Beaucoup de remerciements. Merci, ben, merci à vous. J'avais dit, je ne l'ai pas fait, que je vous mettrai les liens dans le chat. Je vais vous les mettre tout de suite parce que je les avais préparés pour les avoir sur la fin, là, les liens vers les deux vidéos dont je vous ai parlé d'Yacinda Ardern et de hop, la première. Parce que je trouve que ce sont des discutés. Hop, ça c'est la vidéo vers donc cette ancienne première ministre néo-zélandaise. Et je vous invite peut-être à les copier pour vous après, pour pouvoir les regarder après. Vous les avez peut-être déjà vus, hein. Mais si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à les voir parce que moi je trouve que ce sont vraiment des très belles leçons de vie et ils sont extrêmement, extrêmement inspirants. Voilà, mais écoutez, s'il y a plus de questions, je vous remercie pour votre présence et vos commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mm. Et puis à bientôt Merci. peut-être. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Et au revoir.